Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez unique qui nous a été fourni. C'est un hommage vibrant à une personnalité du web qui s'appelle Morgalov. Et ça nous a tout de suite interpellés, parce que le texte pose une question de fond. Dans un monde où les relations amoureuses sont souvent décrites comme compliquées, voire toxiques, ça veut dire quoi aujourd'hui de se battre pour l'amour vrai ? C'est la question centrale. Et ce qui est intéressant, c'est notre point de départ. On n'a qu'une seule source. Une seule. Ce n'est pas une biographie, c'est pas une interview, encore moins un article de journalisme d'investigation. Non, c'est un plaidoyer, un texte passionné écrit par quelqu'un qui manifestement l'admire profondément. Ah oui, clairement. Du coup, notre mission, c'est pas tant de découvrir qui est vraiment Morgalov, mais de décortiquer le portrait qu'on nous en fait. Pourquoi cette personne la voit-elle comme une figure si essentielle ? C'est une analyse de perception en quelque sorte. Exactement. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que ce n'est pas du tout objectif. C'est un panégyrique. Et ça change tout, non ? Ah bah oui, complètement. On va pas apprendre qui elle est factuellement, mais plutôt ce qu'elle représente, pour cette personne et sûrement pour sa communauté. Le texte la décrit d'emblée comme une combattante. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Et du coup, ça change notre angle d'attaque. On n'est pas là pour vérifier des faits, mais pour comprendre une admiration. Et le mot combattante est tout de suite nuancé, ce qui est très malin de la part de l'auteur. Ah oui. Il précise, non pas une combattante de la haine, mais une combattante de l'amour vrai. On est immédiatement loin des guerres de genre habituelles, quoi. C'est vrai. L'auteur nous dit qu'elle est originaire du Congo et qu'elle a vu les blessures émotionnelles se multiplier. Et le point clé, c'est que c'est des deux côtés. Et ça, c'est un point crucial. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit qu'elle s'adresse autant aux femmes brisées par des relations toxiques qu'aux hommes qui souffrent en silence. En refusant de choisir un camp, elle se positionne au-dessus de la mêlée. Voilà. Sa démarche est présentée ni comme féministe, ni comme masculiniste, mais comme, humaniste presque. Une quête d'harmonie. C'est un positionnement très stratégique, surtout à notre époque qui est hyper polarisée. En faisant ça, elle rend son message potentiellement acceptable par tout le monde. Elle ne cherche pas un coupable, elle cherche une solution. Une voie du milieu. Exactement. Le texte dit qu'elle a choisi la vérité et la justice du cœur. C'est très lyrique, mais ça dit bien cette volonté d'équilibre. La vraie question qui se pose alors, c'est concrètement comment elle mène ce combat. Par quels moyens ? C'est là que ça devient fascinant. Parce que le texte décrit une méthode qui mélange l'ultra-moderne et quelque chose de presque ancestral. Alors, plongeons dans sa méthode et le message qu'elle diffuse. La première chose qui frappe, c'est qu'elle utilise les outils de son temps, sans aucune hésitation. Oui, l'auteur est très clair là-dessus. Elle ne s'enferme pas dans une tour d'ivoire. Il cite les grandes plateformes mondiales, comme TikTok, Facebook et YouTube. Et ce n'est pas juste une liste, on peut y voir un véritable écosystème médiatique. C'est-à-dire, c'est plus qu'une simple présence sur les réseaux. Ah oui, largement. Ce qui est intéressant, c'est que chaque plateforme a sa propre fonction. D'accord. TikTok, c'est pour la découverte. Des formats très courts, viraux, des punchlines qui peuvent toucher des millions de personnes qui ne la connaissent pas. C'est la porte d'entrée. Ensuite, Facebook, c'est le lieu de la communauté. C'est là que les discussions plus longues peuvent avoir lieu, que les gens partagent leurs expériences. Le salon de discussion, en quelque sorte ? C'est ça. Et enfin, YouTube, c'est la plateforme de la profondeur, pour des analyses plus longues, des directs où elle peut vraiment développer sa pensée. Elle a construit une stratégie de contenu quasi parfaite pour toucher son public cible, la femme africaine, sur le continent et surtout dans la diaspora. C'est vrai que le texte insiste sur ce point. Elle s'adresse à celles qui vivent en Europe et ailleurs dans le monde. En utilisant ces outils, elle abolit les frontières et recrée une sorte de village global, un espace de sororité numérique pour une communauté qui est dispersée. Exactement. Elle a compris que les défis relationnels de la femme africaine moderne, ça transcende la géographie. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier de sa méthode, celui qui est peut-être le plus détonnant aujourd'hui. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. L'auteur le martèle. Elle accomplit ce travail gratuitement sans recevoir un seul centime. C'est l'argument massu du texte. Pour l'auteur, c'est la preuve ultime de la pureté de son intention. Mais soyons un peu cyniques 2 minutes. À l'ère du personal branding, est-ce que cette gratuité, c'est pas aussi la stratégie marketing la plus efficace qui soit ? C'est une excellente question. Construire une audience immense et ultra loyale avant de, peut-être, proposer autre chose plus tard. C'est une lecture tout à fait possible dans notre monde marchandisé. Mais le texte, lui, l'aborde sous un angle complètement différent.
celui de l'autorité morale. D'accord. L'auteur oppose son modèle à celui où beaucoup monétent leurs paroles. En refusant la monétisation, elle sort du système. Ce n'est plus une influenceuse ou une coach, c'est autre chose. Le texte utilise les mots « grande sœur »,« conseillère Ça crée une relation qui n'est pas transactionnelle. ». Voilà. C'est un don. Et dans une économie du don, la monnaie d'échange, c'est pas l'argent. C'est la confiance et la loyauté. Donc cette gratuité, ce n'est pas juste un détail économique, c'est le fondement de sa crédibilité. Si elle ne vend rien, son message est perçu comme étant entièrement au service des autres, sans agenda caché. C'est ça qui lui permettrait d'être écoutée quand elle dit des choses difficiles. Précisément, cette méthode qui allie le très moderne, l'écosystème des réseaux sociaux et l'intemporel, le don désintéressé, ça lui donne une crédibilité énorme. Mais la crédibilité, ça sert à rien si le message lui-même est creux. Justement, qu'est-ce qu'elle dit concrètement ? Alors là, on entre dans le cœur du réacteur. Le message de Morgalov, tel que le décrit l'hommage, n'a rien de complaisant. L'auteur parle de vérités parfois difficiles à entendre, mais toujours nécessaires. On n'est pas dans le feel-good superficiel, quoi. Non, ça a l'air plus profond. L'objectif, ce serait d'éveiller les consciences et d'ouvrir les yeux. On peut essayer de deviner ce que sont ces vérités difficiles. L'auteur dit qu'elle avertit contre les faux amours et les illusions destructrices. Ça veut dire qu'elle donne probablement des outils pour développer son discernement. Elle ne dit pas juste « crois en l'amour », elle dit plutôt « voici comment reconnaître un amour qui te détruit ». Et ça doit aller plus loin que le simple « quitte-le ». Pour être difficile à entendre, un message doit souvent nous renvoyer à nous-mêmes. Je parie qu'elle parle beaucoup de responsabilité personnelle. C'est plus que probable. Le texte mentionne qu'elle encourage des relations basées sur la sincérité, la patience et la responsabilité. 3 piliers ? Oui, et ces 3 valeurs, elles impliquent un travail sur soi. La sincérité, ça exige de se connaître. La patience, de ne pas céder à l'immédiateté. Et la responsabilité, de reconnaître ses propres schémas répétitifs, sa propre part dans le choix d'un partenaire ou dans l'échec d'une relation. Et ça, c'est beaucoup plus dur à entendre que de simplement accuser l'autre. Bien sûr. C'est un message exigeant. Il ne propose pas de solution magique, mais plutôt un cheminement. L'auteur la présente comme quelqu'un qui restaure l'idée que l'amour est une construction. Un engagement mutuel. Un engagement mutuel, voilà. Et non pas un produit de consommation qu'on jette quand il est abîmé. Et c'est là que son rôle de guérisseuse des cœurs blessés prend tout son sens. Ce n'est pas juste une jolie formule, c'est un peu comme un phare dans la nuit. Le phare ne vous dit pas où aller, il ne choisit pas votre destination, mais il vous montre les rochers pour que vous ne vous écrasiez pas dessus. J'aime bien cette image. Son rôle, c'est d'illuminer les dangers. Elle semble donc offrir à la fois un diagnostic des maux relationnels de notre époque et une prescription basée sur des valeurs de dignité et de respect de soi. On a donc une méthode basée sur la confiance et un message basé sur la responsabilité. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il y a un moment où l'auteur opère un basculement. Morgalov n'est plus seulement une personne qui donne des conseils. Elle devient autre chose, de bien plus grand. Absolument. C'est la 3e et dernière partie de ce portrait et peut-être la plus révélatrice. Il y a un glissement sémantique très clair, une élévation. L'hommage la transforme en symbole. C'est ça. Elle devient l'incarnation de cette femme africaine debout, digne, consciente de sa valeur et soucieuse du bien-être collectif. Son cas particulier devient un exemple général. Le texte le dit noir sur blanc. Elle prouve que la femme africaine n'est pas seulement porteuse de beauté, mais aussi de vision, de sagesse et de responsabilité sociale. Son combat pour l'amour vrai devient la preuve de cette sagesse. C'est comme si, à travers elle, l'auteur voulait rendre hommage à un archétype. C'est exactement ça. Il réactive l'archétype de la femme africaine debout, qui est une image très forte, pleine de résilience, de dignité, peut-être de sagesse ancestrale. Mais il la réactualise complètement pour le XXIe siècle. Comment ça ? Cette femme n'est plus seulement la gardienne du foyer ou de la tradition, elle est une sentinelle à l'échelle mondiale qui utilise TikTok pour diffuser sa vision.
c'est la fusion de la tradition et de l'hypermodernité. Voilà. Et le vocabulaire utilisé pour opérer cette transformation est presque épique. Sentinelle de l'amour vrai, voix de sagesse dans un moment troublé, combattante pacifique au service de l'humanité. Ces mots-là sortent du champ du développement personnel pour l'inscrire dans une mission quasi universelle. Et l'auteur jusqu'ici cette universalité en disant que l'amour et la souffrance émotionnelle sont universelles. C'est habile. Il part d'une figure spécifique qui s'adresse à une communauté spécifique et il en fait un pont vers une problématique globale. Dans ce portrait, Morgolov devient la messagère d'une sagesse africaine qui aurait une pertinence pour l'humanité entière. C'est une construction symbolique très puissante. On part de la femme congolaise sur YouTube et on arrive à la figure mythologique qui veille sur une des valeurs fondamentales de l'humanité. Le texte se termine d'ailleurs par une sorte d'incantation. Honneur à Morgolov, honneur à la femme africaine, honneur à l'amour vrai et durable. La boucle est bouclée. Et la personne, le symbole et la cause finissent par fusionner complètement. C'est l'apothéose du portrait. Si on prend un peu de recul pour synthétiser, 3 choses ressortent vraiment de ce texte. Premièrement, le portrait fascinant de cette combattante pacifique qui adapte une quête intemporelle de sincérité au code de l'ère numérique. Oui, Deuxièmement, un modèle d'action basé sur l'altruisme et la gratuité qui est présenté comme une anomalie radicale et puissante dans notre société de l'influence. et c'est un point clé. Et enfin, troisièmement, l'élévation d'une personne en un symbole, celui de la sagesse et de la responsabilité de la femme africaine face à un enjeu qui nous concerne tous. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au-delà de cette figure, le texte nous interroge sur ce qu'on cherche, nous, dans le bruit constant d'Internet, dans nos propres feeds qui sont saturés d'experts, de coachs, d'influenceurs qui nous vendent des solutions. Cet hommage met en lumière le désir d'une parole désintéressée. Ça amène à se demander qui sont les voix claires qu'on choisit d'écouter et sur quels critères on leur accorde notre confiance. La popularité, le marketing ou autre chose. Et ça nous laisse avec une dernière idée en tête, une question un peu plus complexe. Ce texte est magnifique, c'est une construction presque parfaite, mais ce n'est qu'une facette du prisme. On a la perception de l'admirateur, une vision idéalisée. Oui, on revient au point de départ. Personnalité publique à l'ère digitale. Quelle est la part de la personne réelle, avec ses doutes, ses contradictions, ses complexités, et quelle est la part du symbole que son public a besoin qu'elle soit? Et est-ce que cette distinction a même encore de l'importance, à partir du moment où le message a un impact positif? C'est une bonne question. C'est une réflexion sur le pouvoir des histoires qu'on se raconte et qu'on raconte sur ceux que l'on admire.